Il y a eu les Game Awards, mais il n'y a pas eu les Psycho Awards. À peu près pareil que les Game Awards, mais moins truqués. Je vais vous parler des meilleurs jeux que j'ai joués sur cette année 2025. Il y a sûrement des jeux que vous pourriez découvrir, que vous ne connaissez pas, que vous n'en avez pas entendu parler, parce que je joue un peu un éventail assez ouvert de jeux vidéo, de types de jeux vidéo, mais également dans les meilleurs jeux de l'année. On va parler également des meilleures déceptions de l'année. Et il y a pas mal de choses. Donc vous aussi, hein, également dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos meilleurs jeux de l'année, vos plus grosses déceptions de l'année, et plein d'autres choses. On est parti. Attention, please. Aussi, ce que j'ai oublié de noter, hein, ça sera mes jeux préférés de l'année. Mais c'est pas forcément sûr qu'ils soient sortis cette année. C'est juste que je continue à y jouer ou je les ai découverts cette année. Et en jeu que je continue à jouer encore cette année, mais que j'ai arrêté à peu près vers la fin de l'année parce que j'en ai fait plus que le tour et j'aimerais bien avoir un peu de 109, c'est évidemment WRC. WRC qui est sorti en 2023 et ils ont fait des DLC en 2024 et ils ont fait un DLC en 2025 et il est compatible en VR et vous savez bien que j'adore la VR et que j'adore la conduite en VR évidemment et que j'ai un volant et des pédales. Je me suis régalé, mais vraiment. WRC c'est un des rares jeux où j'ai autant joué. Je crois que j'ai cumulé 5 ou 600 heures de jeu en fait sur WRC. C'est le jeu de bagnole que j'ai le plus joué. J'ai plus joué que Forza, que Assetto, que BeamNG, que... Il a juste ce côté... Alors il a ses gros défauts à lui, hein. Le mode carrière ne sert à rien. Il est complètement nul, c'est de la merde. Mais dans ces jeux-là, je joue quasiment que en contre-la-montre. Je fais que du contre-la-montre, c'est le seul truc qui m'intéresse dedans. Donc je prends une piste et j'essaie de taper un chrono. Et ce qui est fou, c'est que je trouve que c'est pour l'instant, pour moi, c'est le parfait équilibre entre la simulation et l'arcade. Le simcade. C'est du simcade. Je préfère le simcade à la simulation vénère. Et l'arcade, bah, c'est un peu trop arcade. Mais je trouve qu'il a une bonne balance de simcade qui est vraiment vraiment cool. On est d'accord, pas aussi top que Dirt, mais le fait d'avoir les vrais circuits qui ont été scannés au lidar et d'avoir les vrais circuits avec les vrais virages, ça a cette petite sensation qu'il n'y a pas... ça a cette petite sensation qu'il n'y a pas dans Dirt, même si Dirt est largement au-dessus sur plein de points. Rien que l'aspect graphique, hein, qui est graphiquement il est dégueulasse. Graphiquement, il est dégueulasse, WRC 24, mais alors la sensation conduite en main, elles sont incroyables. Il y a Assetto Rally, mais on va revenir plus tard sur Assetto Rally. Un autre truc, et moi qui m'énerve, mais vraiment, hein, qui m'énerve. Hein. Pareil, là, c'est, on va dire, les meilleurs jeux de l'année 2025, mais c'est pas un top du genre, le 10, puis le 9, puis le 8, puis le... Il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de truc. Faites-la vous-même si vous voulez la préférence, mais personne n'en parle. Les Game Awards n'en ont pas parlé. Tous ceux qui ont fait des tops des jeux de l'année n'en ont pas parlé. Et je trouve que c'est criminel. Lui, il est bien sorti cette année, en tout début d'année. Dynasty Warrior Origins. Personne n'en parle. Tout le monde l'a oublié, alors qu'il est exceptionnel. Pour ceux qui ne savent pas, Dynasty Warrior, c'est une licence extrêmement vieille qui est arrivée peu de temps après Kessen que j'avais beaucoup aimé. Et après Dynasty Warrior, quand ils sont arrivés, les Dynasty Warrior, c'est incroyable. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du Musou. T'as un personnage et t'as des centaines d'ennemis à oblitérer. Et il y avait des dizaines et des dizaines de personnages jouables. La licence est un peu paumée, les Dynasty Warrior. Ils sont arrivés à quel numéro? 8? 9? C'était nul. C'est pas spécialement compliqué de faire un mousseau. Merci pour le drift, Nièvre. C'est pas spécialement compliqué de faire un mousseau. Mais il y a quelques codes à respecter.
Et il s'était totalement perdu dans l'intérêt du jeu, dans la difficulté, dans l'ambiance, dans la scénarisation. C'était dégueulasse. Les tout derniers étaient vraiment dégueulasses. Et là, ils ont fait Dynasty Warrior Origin, qui est un reboot remake. Et la différence, c'est que tu ne peux plus jouer les Zhao Yun, les Guan Yu, les Luxun et tout ça. Tu joues un personnage unique et qui revit toute l'aventure et toute la scénarisation de la bataille de la guerre des Trois Royaumes. Et graphiquement, c'est très cool. En termes de gameplay, c'est très très cool. En termes de musique, c'est très très cool. En termes d'iconisation des personnalités fortes, le scénario, il est très développé. Il y a plein de cinématiques. Tu retrouves tous tes personnages préférés. Que ce soit Liu Bei, que ce soit Zhao Yun, que ce soit évidemment Lu Bu. Ils sont tous ultra iconisés. Et je préfère largement ça où tu ne peux... Alors, tu peux jouer, tu peux déclencher des fois des petites furies où tu peux jouer un des héros des Trois Royaumes, mais pendant genre 30-40 secondes. Oui, alors par contre, les mousseaux, c'est ultra répétitif. Mais c'est ce qu'on cherche aussi là-dedans. Hein. C'est vraiment ces batailles qui sont ultra puissantes. Et ce que j'aime bien justement dans celui-là, c'est que les batailles sont assez diversifiées avec pas des petites quêtes, mais avec des petits objectifs un peu différents. Et vraiment la carotte qui te pousse, c'est qui te fait passer la pilule de cette répétitivité, c'est les cinématiques. Les cinématiques, t'as envie de voir la suite de l'histoire. T'as envie de voir la suite de l'histoire parce qu'elle est vraiment cool. C'est la même histoire, mais ils ont réussi à la raconter un peu différemment. Et j'espère qu'il y aura un Dynasty Warrior Origin 2. Parce que sur la guerre des Trois Royaumes, il raconte quasiment que... Bon, je peux vous spoiler, de toute façon tout le monde connaît l'histoire des Trois Royaumes. Mais il raconte que la chute de Liu Bei et la montée au pouvoir de Cao Cao. C'est quasiment le premier chapitre des Trois Royaumes. En fait, ils ont fait comme... C'était quel jeu ? Il y a un jeu comme ça où le reboot... Ah c'est ça, FF7. Le reboot d'FF7, le premier FF7, ils ont fait que la fuite du réacteur, quasiment. Et ils en ont fait un jeu entier. Et là c'est pareil. En gros, les 4 ou 5 premières batailles dans un jeu Dynasty Warrior classique de la guerre des Trois Royaumes, là c'est tout le jeu. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Guan Yu, il est incroyable. Guan Yu, il est incroyable. Et Liu Bei, il est incroyable aussi. Alors, toujours pareil. Hein. Moi, j'adore les Trois Royaumes. C'est exceptionnel comme histoire. J'adore aussi comment, dans les jeux Dynasty Warrior, Liu Bei, je sais pas si on va le voir, Liu Bei. Il est là. Dans tous les jeux Dynasty Warrior, Liu Bei, il est iconisé comme un bon samaritain incroyable, très proche de son peuple. Ce qu'il était aussi en vrai. Hein. Mais tu vois, par exemple, il y a une quête dans les anciens Dynasty Warrior. Elle y est pas, je crois. Je me rappelle plus si elle y est dans celle-là. Non, elle y est pas. Dans les anciens Dynasty Warrior, il y a une quête assez célèbre d'un passage assez iconique de l'histoire de Liu Bei, où Zhao Yun récupère un bébé et il sacrifie. Enfin, il risque sa vie pour aller récupérer un bébé de je sais plus qui en plein champ de bataille. Et il le rapporte à Liu Bei et dans le jeu, Liu Bei dit bravo, merci pour ta bravoure, c'est incroyable ce que tu as fait. Et il remet le bébé à un orphelinat ou je sais pas à qui pour qu'il s'en occupe. Dans la vraie histoire, Liu Bei attrape le bébé, le claque au sol. Il lui dit mais c'est fou, pour un petit bébé, j'ai failli perdre mon meilleur homme. C'était un peu différent dans la vraie histoire. Plus jamais tu refais ça. Mais bref. Si vous êtes fan des Trois Royaumes, Dynasty Warrior Origin, c'est une claque hallucinante. Après, évidemment, vous allez me dire encore, mais oui, toujours. Euro Truck Simulator. D'ailleurs, j'ai pas fait le montage du dernier stream qu'on a fait sur le DLC de Nordic Horizon.
Mais c'est génial. C'est incroyable. Euro Truck Simulator, le jeu il est sorti quand? Il est sorti en 2013, 2014 je crois. Le jeu il a 11 ans ou 12 ans. Il est toujours aussi incroyable. Et pour ceux qui étaient là lors du stream, faut que j'en fasse un best-of du stream de Nordic Horizon. Il est magnifique. Nordic Horizon, donc ils ont refait toute l'intégralité de la Norvège, de la Finlande, de la Suède, avec des villes magnifiques, avec une nouvelle texture pour les routes, de l'herbe, des destinations, des chargements interactifs et évidemment jouer en VR avec ChatGPT, incroyable. Et suite à ça, ils vont refaire le Benelux, ils vont sortir le DLC de l'Islande et un DLC que j'attends aussi beaucoup, je suis très curieux de voir comment ils vont mettre ça en place. Comment ils vont mettre ça en place? C'est le DLC des autobus. Attends, on va y aller, je suis bête, on peut y aller. Parce que je les ai laissés en public, les trucs de Euro Truck Simulator. Regardez comment c'est devenu magnifique. Alors pareil, quand on avait fait la Palestine aussi. Non, on avait fait le départ du Pakistan avec la route de la mort. Souvenez-vous, la route de la mort. C'était où? C'était par là. La route de la mort au Pakistan. C'est juste incroyable. C'était où? C'est juste incroyable. C'est ça. La descente de la route de la mort au Pakistan, c'était incroyable. Le stream qu'on a passé dessus, c'était incroyable. Avec une remorque, hein, mesdames et messieurs. C'était incroyable. Et après, on avait fait la flottille. On avait fait une flottille qui partait. On avait embarqué du saucisson du Groenland. On était passé par l'Islande pour arriver en passant par le Danemark, l'Allemagne, la Turquie, pour arriver jusqu'en Palestine. C'était incroyable aussi. On était passé par le Liban, par la Syrie, c'est vrai. Tout le bâtiment à la clé. Tous les bâtiments. Pour arriver jusqu'en Palestine, c'était incroyable, mine de rien. Dans le garage d'Ashod, mais je veux pas aller dans le garage d'Ashod. Et le fameux Nordic Horizon. Ah ouais, les lives ETS2, c'est vraiment... On en refera d'autres, hein, on en refera d'autres. On en refera d'autres. Mais c'était magnifique. Magnifique. C'est génial. ETS2, pour moi, c'est un des meilleurs jeux, un des meilleurs suivis qui existent. Et vous regardez, il est jamais noté ni dans les Game Awards, ni dans les meilleurs suivis. C'est toujours No Man's Sky ou des trucs comme ça. Alors que ETS2, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Alors évidemment, je vais pas vous dire tout ce que j'ai redit. Mais cette année, par contre, j'ai enfin décidé d'acheter American Truck Simulator. Et actuellement, il y a le DLC Louisiane que j'ai pas encore testé. Il y a le DLC Louisiane que j'ai pas encore testé. Et mine de rien, ça m'aide un peu. Faut que j'ai pas encore assez joué à American Truck Simulator, mais ça m'aide bien pour les méta pour GeoGuessr. Je me place beaucoup mieux sur GeoGuessr depuis que j'ai une bonne centaine d'heures sur American Truck Simulator. Avant, je me trompais. Maintenant, c'est bon. Hein. Dès que je vois un Western Star et les autres marques de camions, je fais c'est bon, je sais où je suis. Y a pas un mode de bus indien speedrun? Peut-être, ouais. Y a plein de modes et tout. Un jeu que j'ai découvert cette année qui était dans le Game Pass et qu'on a surkiffé avec Dalton, c'est Urk Must Die Death Trap. Urk Must Die Death Trap, c'est un tower defense-like en coop, jouable jusqu'à 4 si j'ai pas de bêtises. Pour moi, c'est un des meilleurs coop fun que j'ai pu jouer avec Dalton. C'est le bordel. Attends, par contre, j'aime pas les trailers parce qu'on voit jamais rien. Je veux du gameplay. Les trailers, c'est bien, mais tu te rends jamais compte de à quoi ça ressemble le gameplay.
Pour moi, tous les trailers ne devraient pas exister. Il devrait y avoir des trailers, mais ça devrait toujours être suivi par 5 minutes de gameplay, minimum. Ou 2-3 minutes de gameplay brut, minimum, pour mieux se rendre compte. Et si vous avez un pote, ou des potes, c'est une valeur sûre. Le seul regret qu'on a... donc en fait, c'est un tower defense en 3D, où les ennemis peuvent arriver, comme vous voyez sur la carte, par plusieurs endroits. Et on peut poser des pièges où on veut. Et c'est à nous de diriger les pièges là où il y a les ennemis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi poser des murs pour forcer les ennemis à passer à un endroit donné. Et du coup, ça permet de créer des circuits sur les ennemis. Et quand tu arrives dans les niveaux difficiles, tu dis « Oh, ça devient compliqué ». Le seul problème, c'est que une fois que tu arrives, on va dire entre guillemets, dans le endgame, même dans sa difficulté la plus difficile, le jeu devient beaucoup trop simple en fait. Tu roules sur le jeu. Il y a un énorme problème d'équilibrage sur le endgame. Et je vais dire qu'il n'y a pas de endgame au final, parce que une fois que tu as augmenté tes pièges et que tu as compris certains niveaux, comment réorienter les ennemis, même dans la difficulté les plus dures, tu te tournes les pouces et tu peux manger des chips, ce qui est un peu dommage. Parce que par contre, le début de la découverte et après, on va dire le ventre dur du jeu, où tu évolues le jeu, où tu arrives dans des difficultés plus compliquées, où ça hurle dans tous les sens parce que les ennemis cassent tes barricades, traversent les pièges, tu dis c'est bon, ça va tenir, puis finalement les ennemis commencent à traverser les pièges et que tu es en train d'hurler pour pas perdre avec ton pote, pour essayer de résorber la vague qui arrive, parce que de ton côté, et c'est ça qui est génial, parce que de ton côté, les ennemis sont passés, parce qu'en fait, comme c'est en 3D, toi tu te concentres sur un coin de la map, et ton pote se concentre sur l'autre coin de la map. Mais si ton coin il commence à percer, parce qu'on peut rester, évidemment, il faut qu'on reste actif sur les zones, parce que nous aussi on peut taper les ennemis, et on fait quand même beaucoup de dégâts. Et si ton pote vient abandonner son coin pour venir t'aider, ça veut dire que de son côté, potentiellement ça risque de casser aussi. Et du coup, c'est la notion de prise de risque, d'urgence et d'engueulade, elle est incroyable. C'est hyper savoureux. C'est un jeu super savoureux. Sauf quand tu fais X mission et que le jeu crash, bye la save. Ah oui, aussi. Ouais. Il y a eu des problèmes de crash et de save qui ont sauté chez... Nous, on l'a pas eu. On a eu de la chance. Nous, on l'a pas eu. Ce problème. Mais c'est trop bien. Trop trop bien. Urk Must Die Death Trap, trop trop bien. Ensuite, il y a eu Monster Hunter Wild. J'hésitais à le mettre dans mes tops. J'hésitais à le mettre dans mes tops. Mine de rien. Parce que mine de rien, on a passé 200 heures incroyables. Mine de rien, incroyable. Ouais, non, on a passé quand même 200 heures incroyables. Avec Cartoon, avec Dalton et avec d'autres potes. Ouais, je crois que je suis à 200 heures de jeu. Le scénario est chouettos. Mais pour moi, ils ont raté le endgame. Il y en a, ils vont dire ouais, mais c'est comme les autres. Regarde, il faut attendre un an et demi, et puis t'as machin, et puis le endgame il est incroyable, et gna gna gna, gna gna gna. Oui, mais j'en ai marre. C'est chiant. C'est chiant. Tu as cette impression pertinente que le endgame est déjà disponible. C'est juste qu'ils attendent 6 mois, 1 an pour sortir le DLC. Et il manque des grosses mécaniques de endgame, il manque plein de trucs. Et encore, si le endgame était intéressant... Salut Lou. Si le endgame était intéressant, mais en fait non, à la fin du jeu, tu roules sur le jeu en fait. Tu roules sur le jeu, même, je sais pas moi, l'Arkveld... Oh, tu lui roules dessus, tu lui roules sur la gueule quoi, t'as l'impression que c'est un boss de début de jeu. Le Jindad, tu lui roules dessus. Et il y a un truc qui s'est paumé dans ce Monster Hunter Wild que je trouve était mieux équilibré. C'est que là, tu t'en bats les steaks de ton armure au final.
Parce que pour ceux qui savent pas, hein, en fonction des armures, t'as des bonus sur tes armures, des bonus d'attaque, des bonus de critique, des bonus de feu, des bonus de stabilité, des bonus de fatigue. Et donc le craft et le theory craft de comment t'équiper est très très important normalement dans les Monster Hunter. Et je trouve que là il est casualisé. T'arrives en endgame, tu prends la dernière armure et tu peux rouler sur tous les monstres. De mémoire, alors peut-être que c'est la nostalgie aussi qui me joue les tours, mais de mémoire, sur les anciens Monster Hunter, tu devais t'équiper en fonction des monstres que tu allais affronter. Parce que t'avais des monstres, moi c'était le... Alors j'ai oublié leur nom, mais t'avais un monstre qui était ultra à fond dans l'électricité. Si tu allais pas avec une armure anti-électricité, le monstre, il te défonçait en 20 secondes. Hein. Il faisait une attaque, il te one-shotait. Et si t'allais dans un monstre feu et que t'avais pas ton armure spé feu, il te one-shotait. Et donc, fallait réfléchir à chaque monstre d'avoir ton équipement dédié à ce monstre. Si c'était un monstre plus à distance, plus au corps à corps, plus... Ah, le Toby, voilà, c'est ça, le Toby Kadashi, ouais. Oh, putain. Et du coup, celui-là... Ah, il fait froid, tiens, bois une boisson contre le froid. Ah, fatigue, tiens, prends une boisson contre la fatigue. Ah, c'est un spé électricité, tiens, prends une boisson anti-électricité. Oui, mais d'accord, mais... Du coup, tu te fais chier. Du coup, en in-game, tu te fais chier. Et les meilleurs moments... Bah, c'est exactement un peu comme dans Earth Must Die Death Trap. C'est la découverte du jeu, la montée en puissance dans le milieu de game. Et une fois que tu arrives au in-game, tu te fais chier. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. La première fois qu'on fait le Zoshia, c'est incroyable. Je m'en souviendrai toute ma vie, la première fois que tu fais le Zoshia. Quand après, tu te le solotes, il y a un problème là-dessus. Il y a vraiment un problème de ce côté-là. Il va falloir qu'ils continuent. Il va falloir que, s'ils font des... Je pense qu'ils en feront encore de toute façon. Des Monster Hunter Wild, des Monster Hunter. Mais s'ils refont des Monster Hunter, il va falloir qu'ils rénovent la formule. C'est pas possible. Il va falloir qu'ils rénovent la formule et qu'ils rendent les boss plus organiques. Parce que c'est pas possible. Par contre, il y a le Monster Hunter Stories 3 qui sort. Bientôt. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Autre jeu que j'ai ultra adoré, vous le savez, je suis ultra fan de Yakuza. Et il y a eu le Yakuza Pirate, pareil, tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié. Alors que il est incroyable. Il était pas au Game Award, il était nulle part, tout le monde l'a oublié. On a eu des jeux vraiment random au Game Award. On n'a pas eu Dynasty Warrior Origin, on n'a pas eu Yakuza Pirate. Incroyable. Yakuza Pirate, c'était vraiment un petit banger super incroyable. Comme vous le savez, hein, Yakuza Pirate est un petit spin-off des grandes licences. Parce que les gros Yakuza, c'est toujours 70 heures, 80 heures de jeu. Et ils font des petits Yakuza qui font 20, 30 heures, 40 heures. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc ils se rangent dans la catégorie comme The Man Who Erased His Name. C'est l'homme qui a effacé son nom. Qui était sorti entre le Like a Dragon et le Infinite Wells. Et là, ce Yakuza Pirate est très très cool. Très très cool. Et le truc, c'est que c'est toujours pareil. Je voulais refaire Kiwami. Non, le Yakuza 0. Kiwami 1, 2. Parce qu'il y a Kiwami 3 qui arrive. Mais en fait, non, les jeux sont trop longs. J'ai pas le temps. Yakuza, c'est une valeur sûre. Hein. Vous voulez kiffer un bon jeu, vous prenez un Yakuza. Alors, il y a deux écoles hein, dans les Yakuza, je vous rappelle. Il y a l'école des combats en temps réel et l'école des combats tour par tour. Si vous avez jamais joué à un Yakuza et vous savez pas par où commencer, vous commencez par Like a Dragon. Vous commencez par Like a Dragon. Like a Dragon, ils ont eu une idée de génie. Juste vite fait, je fais un détour sur Like a Dragon.
Like a Dragon, ils ont eu une idée de génie. C'est que ils ont créé un héros. Parce que pareil, il y a 8 jeux derrière le Like a Dragon. Mais non, pas Yakuza, pas Pirate, putain. Voilà. Ils ont créé Putain, mais le Like a Dragon, pas le Like a Dragon Pirate, le Like a Dragon. Tu peux plus retrouver le Like a Dragon de base. C'est un truc de ouf. Ah, il est là. Non, ça c'est Infinite Wells. C'est incroyable quand même. C'est le problème quand ils ont toujours les mêmes jeux. Quand ils ont toujours les... Attends, Yakuza 7. C'est le 7ème. C'était le 7ème. Non, si je mets Yakuza 7. Bordel de merde, il n'y a que Yakuza Like a Dragon. Impossible de trouver des vidéos de Yakuza Like a Dragon. Attends. Ah mais non, c'est parce que j'avais gardé Pirate dedans. Putain, j'avais pas vu dans mon truc, j'avais gardé Pirate. J'avais gardé Pirate dans le... Mais quand même. Ah, bordel. Donc je disais... vous avez jamais joué à un Yakuza? Like a Dragon, c'est une excellente entrée en matière parce qu'ils ont créé le héros de Ichiban. Parce que au moment où l'histoire se passe de Ichiban, il y a 18 ans de Yakuza. Il y a 18 ans, franchement, non, plus, il y a 20 ans de films narratifs et scénaristiques et d'embricadement parce que t'as Yakuza 0 qui se passe dans les années 80 et Yakuza 1, 2, 3 qui se passe dans les années 90-2000. Et donc, Yakuza Like a Dragon se passe en 2020. Je crois, si je dis pas de bêtises. Et ils ont eu l'idée incroyable de faire démarrer le premier chapitre du jeu dans les années 90-2000, juste au nouvel an 2000, où tu joues Ichiban. Oui, c'est ça, ça me revient. Tu joues Ichiban qui intègre la mafia, donc qui ne connaît personne, ni rien de la mafia, ni de tout ce que cela implique, de toutes les familles de mafia. Il ne comprend rien à ce qui se passe. Il essaie juste de suivre son parrain. Et dès le début du jeu, quelques mois après qu'il soit rentré dans la mafia, il finit en tôle pendant 18 ans. Et il ressort 18 ans plus tard, où il n'a rien suivi de ce qui s'est passé. En gros, de tous les Yakuza 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui se sont passés pendant ces 18 ans où il était en tôle. Et donc il rattrape tout. Il rattrape tout et c'est une super entrée en matière pour découvrir l'univers de Yakuza sans être paumé. Parce que t'es aussi paumé que Ichiban. Alors évidemment, dedans, tu vas rencontrer des gens hyper légendaires. Et moi, ce que j'aime bien, c'est justement, un pote me disait, ouais, mais tu comprends pas, t'as le mec ultra légendaire qui arrive, et tu comprends pas pourquoi il est légendaire. Je dis, bah oui, mais c'est bien, je suis comme Ichiban. Ichiban aussi, il comprend pas pourquoi il est légendaire. Et après, tu rejoues Yakuza 1, 2, 3, 4 et les autres, et là, je fais, ah oui, tu comprends pourquoi ils sont légendaires. Et finalement, c'est une superbe entrée en matière. Yakuza Like a Dragon. Un des meilleurs jeux de sa génération. Clairement. Clairement. Un autre jeu que j'ai vraiment aimé. C'était Split Fiction. Split Fiction, c'est un jeu à faire en coop, et uniquement en coop, hein, c'est pas un jeu à faire à deux. C'est la même base que... Merde, je sais plus, comment il s'appelle leur jeu précédent, comment il s'appelle où tu jouais le père et la mère qui s'engueulaient, et qui devaient collaborer pour s'en sortir. Donc c'est le même système. On doit collaborer en coop. C'est du platforming narratif. C'est excellent. Il y en a pour quoi 7-8 heures de jeu. It Takes Two, ouais. It Takes Two était vraiment cool. Salut Lou, je sais pas si je t'ai dit bonjour. A Way Out aussi. A Way Out, exceptionnel. It Takes Two, exceptionnel. Split Fiction, exceptionnel. Alors, un peu tout le temps la même recette, mais ils arrivent à innover. Mais Split Fiction, il y avait des... En fait, l'écriture des personnages est vraiment bien.
L'écriture des personnages est vraiment bien et c'est pour ça qu'on reste en fait sur ces genres de jeux. Le game design est vraiment cool, mais aussi c'est l'écriture des personnages qui te donne envie de continuer. Et il y a des super surprises. Il y a le niveau où tu joues un cochon. C'était incroyable. Je crois que c'est il y a un niveau où tu joues un cochon et t'as un double saut et le double saut c'est un pet. Ouais c'est ça, tu pètes pour double sauter. Jeu de l'année. Jeu de l'année. Clairement jeu de l'année. Bref, si vous avez des gamins, si vous avez une femme, si vous avez une famille et tout, c'est le jeu à jouer. Hein. Atelier Yumiya ensuite. Ah là, ce jeu. Autre jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pas autant aimé que d'autres ateliers, mais que j'ai passé un très bon moment, c'est Atelier Yumiya. Atelier Yumiya, alors, c'est une nouvelle proposition, ils ont essayé d'innover, ce qui est pas mal. Je suis vraiment un gros fan des ateliers. Les ateliers, pour ceux qui savent pas, c'est un RPG. Comment on appelle ça déjà? Non, c'est même pas ça en fait. C'est pas. Putain, mais j'en ai marre des cinématiques. Donne du gameplay. Ok. Il y a autre chose que des cinématiques là? Ah voilà. Les ateliers, c'est un RPG de collecte. La base fondamentale du jeu, c'est récupérer des ressources et tu joues au petit alchimiste. Pour n'importe quoi. Pour créer des nouvelles armes, pour créer des nouveaux objets, des nouvelles armures, des potions et plein de trucs. C'est vraiment la base du jeu. C'est du craft. Et dans les précédents ateliers, c'était cloisonné un peu comme des Monster Hunter. T'avais une petite ville et après tu partais dans des zones assez cloisonnées. Là, dans Atelier Yumiya, ils sont partis sur un open world. J'ai passé un excellent moment dessus. Le seul truc qui est problématique, c'est il y a un gros souci d'équilibrage et un gros souci d'équilibrage dans son point de vue narratif. Le problème, c'est qu'au début, tu découvres le jeu, t'es tout seul. Tu découvres le jeu, tu passes 15 heures à découvrir le jeu, tout seul, et après, tu te rends compte que si tu avances dans le scénario, t'as des gens qui te rejoignent. Et du coup, le jeu, il est un peu plus simple dans ses combats, et il est un peu plus intéressant dans ses interactions. Parce qu'au début, t'as vraiment une espèce de sensation de solitude qui est assez chiant. Ce que j'aurais aimé, c'est que le jeu soit très dirigiste jusqu'à un point et qu'il s'ouvre et qu'il te laisse en liberté beaucoup plus tard en fait. Mais c'est le genre de problème avec ce genre de jeu, avec ces genres de jeux en open world, où tu dis putain si j'avais su ça, j'aurais avancé jusqu'à ce niveau-là, et à partir de ce niveau-là, j'aurais exploré ailleurs. C'est un truc que je dis souvent avec un pote, pour Skyrim souvent. Il y a des gens qui connaissent pas Skyrim et qui veulent découvrir Skyrim, et je leur dis, joue, suis la trame principale jusqu'à ce que t'aies le Fusroda, et une fois que t'as le Fusroda, promène-toi. Parce que j'ai des potes qui ont fait 80 heures, 100 heures, 150 heures sur Skyrim, et ils découvrent le Fusroda au bout de 150 heures. Et c'est un peu triste. C'est un peu triste parce que Atelier Yumiya, j'ai passé 150 heures, je crois, dessus. Il me semble à peu près. Et il y a un personnage à très gros nichon qui arrive que j'ai découvert au bout de 50 heures. Mais alors que j'aurais pu le déverrouiller au bout d'une dizaine d'heures. Et ce personnage avec ses très gros nichons, bah j'aurais aimé qu'il soit dans mon équipe pendant les 40 heures que j'ai perdues en fait. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Attends, oui, de toute façon là c'est la première partie, attends. Tiens, full game. Là il le termine en 20 heures. Ouais, en 20 heures par contre, il a foncé sur le narratif. Hein. Est-ce que par là, elle doit y être là, par là vers le mid-game, elle doit y être. Et pareil, très attachant. Yumiya est très attachante, les personnages sont très attachants. Le scénario est japonais.
Il est très capillotracté cliché. Ah, il est là, il est là. Regardez-moi ce machin. C'était un plaisir de tous les instants. Et quand elle se bat, ses furies sont incroyables. C'est ça, c'est Nina. Attends, fais voir. Nina, Fury. Le gameplay de Nina. C'était incroyable. Est-ce qu'il montre ses furies, putain? Je m'en fous de son gameplay. Ses furies. Ah, voilà. Elles sont incroyables. C'est incroyable. Donc voilà, c'est très important de savoir jusqu'à quel point jouer. Donc si vous jouez à Atelier Yumiya, allez débloquer Nina et après, vous êtes tranquille. Si vous avez jamais joué à un atelier, il y a la trilogie Raisa, qui est pour moi la meilleure entrée dans l'univers des ateliers. Il y a la trilogie Raisa qui est pour une poignée de pain, je crois. Qui est vraiment vendu une poignée de pain. Pour le truc rigolo, le prix de la trilogie, Atelier Raisa 1, 2 et 3, est quasiment au même prix que si vous achetez Atelier Raisa tout seul. Donc achetez la trilogie. Pareil, l'héroïne est extrêmement charismatique. Elle est extrêmement charismatique. Et d'ailleurs, je préfère largement le système d'alchimie dans ce Atelier Raisa que dans Atelier Yumiya. Atelier Yumiya, il est vraiment capillotracté. Bref, les ateliers. Et pareil, les OST des ateliers, ça fait partie des rares RPG où à chaque fois que je joue un atelier, je rajoute des musiques sur mon Spotify. Les musiques sont magnifiques. Les musiques sont magnifiques. Non mais pas les musiques chantées. Oh mais ta gueule. Les musiques sont magnifiques. Ça fait partie pour moi des RPG avec les plus belles musiques qui existent. Tout RPG confondu. Elles sont vraiment, vraiment somptueuses, les musiques. Ensuite, autre jeu que j'ai surkiffé. Autre jeu que j'ai surkiffé, c'est le remake de Seven Guess en VR. Monstrueux. Seven Guess. Alors, faut que je vous montre l'original déjà. Seven Guess, c'est un point and click qui date des années 90 sur PC, qui était incroyable en son temps, avec des puzzles incroyables, une ambiance incroyable et des vrais acteurs en FMV fantôme. Et le remake VR, j'en attendais rien. J'ai été soufflé. Il est très court, hein. De toute façon, ça reste du point and click et si tu t'en sors un peu, il est très très court. Mais en VR, il est incroyable. J'ai passé vraiment un excellent moment dessus. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté où t'as une maison qui est complètement abandonnée. Et en fait, t'as une espèce de lampe torche fantomatique. Quand tu éclaires un endroit, t'as l'objet comment il était quand il était neuf et quand il était en bon état. Et du coup, c'est super agréable de se promener dans la maison. Alors pareil, avec des puzzles complètement capillotractés. Mais en VR. Ouais, Lou, si t'as l'occasion de le faire en VR, il est vraiment très très chouette. Moi j'ai passé un excellent moment. Et du coup, là où j'ai été surpris, c'est que
pareil, c'est des actrices, des acteurs. C'est encore des acteurs qui ont joué et c'est des bons acteurs, putain. Ils ont fait un excellent acting. Ils ont fait un excellent acting dessus. Et en VR, ça s'y prête tellement bien. Je m'attendais pas à aller au bout et à autant kiffer. Et ce que j'aime beaucoup en VR, moi, c'est explorer. Et ce côté où t'as la lampe torche pour voir chaque objet quand il était neuf, bah en fait, tu restes très curieux. Tu restes très très curieux du truc. Donc c'est vraiment vraiment cool. Je crois que j'ai été bloqué juste sur un puzzle qui était vraiment capillotracté. Et le reste, ça va. Le reste, ça va. Seven Gas, c'était cool. Seven Gas VR, ouais, le remake, incroyable. Pareil, personne n'en parle. Pour moi, il mériterait largement d'être dans un Game Awards. Largement d'être dans un Game Awards. Personne n'en parle. Les jeux de course, les jeux VR, personne n'en parle. C'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Qu'est-ce que j'ai noté après? Bon, après, on va plus vous le présenter, mais bon, évidemment... Clair Obscur, évidemment, on va en parler vite fait, parce que ça sert à rien de déblatérer. Là-dessus, on en a largement parlé. Allez dans la playlist où je parle de Clair Obscur. Clair Obscur, on va pas en parler pendant 107 ans. On a déjà tout dit. D'ailleurs, j'ai acheté l'artbook là récemment. Là. Je suis en train de le lire et de le feuilleter. Il est magnifique, l'artbook. Clair Obscur, on va résumer vite fait ce que je pense de Clair Obscur. C'est devenu un des piliers du jeu vidéo. Si vous estimez que vous êtes un gamer, vous êtes obligé de jouer à Clair Obscur. Il fait partie des piliers principaux du monde du jeu vidéo. Au même titre qu'un Ocarina of Time, qu'un Mario 64, qu'un Final Fantasy VII, qu'un Illusion of Time, qu'un Secret of Mana, qu'un Mario, qu'un Zelda, voilà. Il fait partie des passages obligés si tu te définis en tant que gamer. Point. Il est excellent sur sur absolument tout. Sur la musique, sur la discussion, sur la VF, sur ses mécaniques de jeu, sur la difficulté, sur le game design. Bon, il y a quelques petits problèmes dans les menus. L'affichage des menus est un peu catastrophique. C'est peut-être son seul défaut. Et tu saupoudres ça par le contexte de création du jeu, où c'est un ancien d'Ubisoft qui se faisait chier, qui n'arrivait pas à pitcher son jeu et qui a finalement décidé de partir et de créer son propre studio. Les scénaristes qui ont été embauchés sur Reddit, le compositeur qui a été embauché sur SoundCloud, par une trentaine de développeurs, aidés par un petit studio coréen pour les animations. On comprendra jamais ce qui se passe si tu tires sur tout ce qui bouge. C'est Le village de Gestral doit être tout près. c'est une anomalie dans la matrice. Il n'y en a pas tous les ans des anomalies dans la matrice. Des jeux que tu peux dire, c'est vraiment une anomalie qui laisse ce niveau de qualité à ce point-là. C'est une anomalie dans la matrice. C'est un jeu qu'on n'en reverra plus jamais. Et c'est un passage obligé. Clair Obscur. C'est un passage obligé. Vraiment. Autre jeu, et c'est pour ça on va passer vite. On a déjà tout dit dessus. Autre jeu que j'ai vraiment kiffé, et j'en attendais rien, et grand merci, le Game Pass. C'est vraiment grâce au Game Pass. Sinon, j'aurais jamais de ma vie acheté ce truc. C'est Dredge. Dredge, je suis tiens, un jeu de pêche. C'est cool. Un petit jeu de pêche, vas-y, j'ai envie d'un petit jeu de pêche bien détente. Le jeu, il fait 8-10 heures à peu près, de mémoire. Oui, c'est un jeu de pêche. Mais alors, dès que la première nuit tombe, tu dis, c'est pas un jeu de pêche, ça. Pourquoi, dans un jeu de pêche que je voulais chill, je suis en train de me chier dessus? Et en fait, c'est pas un jeu de pêche. Ils vous mentent dessus. Le mini-jeu de pêche, c'est vraiment la sous-couche. C'est un jeu narratif, horrifique, à l'ambiance Cthulhu, avec une sous-couche de jeu de pêche. Le jeu est très court.
Et c'est pour ça que j'aime bien le Game Pass. Le Game Pass a augmenté de prix. On en a fait une vidéo sur la dégueulasserie d'avoir augmenté autant le prix du Game Pass. Mais c'est aussi pour ça que je continue à aimer le Game Pass, malgré son tarif. Il est bien compliqué, on va pas se mentir. Je découvre des bangers comme ça. Dredge, je l'aurais jamais acheté s'il n'était pas gratuit dans le Game Pass. Et c'est grâce au Game Pass que je me suis dit, tiens, je vais le tester. Il y a des sombres merdes aussi dans le Game Pass. On va aller dans les flops quand on parlera des flops que j'ai pas aimé. Mais Dredge, c'est indescriptible. Tu vois, je vous montre 30-40 secondes, une minute, comme ça. Ça donne pas envie. Testez-le. Testez-le. Et il y a une petite mécanique RPG aussi où tu développes ton bateau. L'écriture est très très bonne. L'écriture est somptueuse. C'est des vrais textes, presque littéraires. C'est vraiment très très top. Très très bon. Très très bon. Tu joues à Raiders? Non, c'est pas mon type de jeu. Le jeu, il a l'air incroyable dans ses qualités. Il a l'air vraiment incroyable dans ses qualités. Mais c'est pas mon type de jeu. J'aime pas du tout les extraction shooters. C'est vraiment pas ma cam. Je m'ennuie en fait au bout de 3-4 boucles. Pour moi, c'est tout le temps la même chose et je me fais chier. C'est comme ça. Mais par contre, ouais, en termes de qualité, il est incroyable. Pareil, autre jeu qui est sorti cette année, c'est le Yakuza 0 sur Switch. Que je redécouvre avec ma fille. C'est ma fille qui joue, du coup elle découvre la licence avec ce Yakuza 0. Elle a son perso préféré, c'est Majima, évidemment. Mais elle aime beaucoup aussi Kiryu. Et elle est morte de rire à certains trucs. Et mes deux filles ont découvert les Yakuza longtemps. Alors ma première fille a découvert surtout les Yakuza avec Lost Judgment. À 4 ans, elle adorait se promener dans la rue et tabasser des gens. Et du coup, elle joue un peu à Yakuza 0 et tabasse des gens. Alors moi, ça m'arrange, comme ça farme un peu l'argent. Et je la laisse jouer pendant une demi-heure, une heure, ça me farme un peu l'argent. C'est mon petit farmer chinois à moi. Et la grande, elle découvre les scénarios de Yakuza 0. Et moi, je redécouvre le scénario de Yakuza 0, parce que mine de rien, t'oublies. Et c'est vrai. En fait, ce qui est incroyable, c'est après avoir joué Like a Dragon, d'avoir joué The Man Who Erased His Name, qui est un ultra banger de fin de vie de Kiryu, avec énormément de nostalgie. Ou à la fin, pour ceux qui n'ont pas joué à The Man Who Erased His Name. Ce nom à la con, putain, par contre. Normalement, tu joues à ce jeu si t'es un petit peu attaché à Kiryu et à la saga Yakuza. Alors, je vous spoil pas, mais la cinématique finale, tu chiales toutes les larmes de ton corps. T'es obligé de chialer ta mère sur la cinématique finale. C'est incroyable. Si t'as tous les Yakuza, t'es obligé de chialer. Et du coup, après tout ça, après Infinite Wealth, après Yakuza Pirate, de revenir sur Yakuza 0, ça a une saveur extrêmement particulière de revenir sur Yakuza 0. Tu dis, putain, la vie de Kiryu, elle est incroyable. Incroyable. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Autre banger absolu qui est devenu un passage obligé pour tout gamer qui se respecte. Évidemment, s'il n'y avait pas eu Clair Obscur, ça aurait été le jeu de l'année sans aucun problème, mais vraiment sans aucun problème. C'est Trails in the Sky. Trails in the Sky, tout est génial. L'aspect graphique est génial, le design est génial, l'écriture des personnages est incroyable. Il est intégralement en français. Là, c'est une vidéo en anglais, mais il est intégralement en français.
Le scénario est extrêmement bien écrit. Les personnages sont extrêmement bien écrits. Le système de combat, pour moi, c'est un des meilleurs systèmes de combat. Ah, tiens, on va voir un peu de combat, ce serait bien. Non. Pour moi, c'est un des meilleurs systèmes de combat tour par tour, temps réel, que j'ai vu à ce jour. Ce serait bien qu'il se fasse un petit combat, non? Il a pas envie. Tu veux pas te faire un combat? Que t'as des phases en temps réel comme ça, mais tu peux passer en tour par tour. Et c'est trop cool. Ouais, c'est ça que j'aime bien. Quand tu choisis une compétence, tu vois la zone que la compétence va prendre. Et du coup, quand t'as plusieurs ennemis, quand t'as plein d'ennemis et tout ça, quand t'as des boss, tu te positionnes pour bien quadriller les ennemis... pour cadrer au maximum les ennemis dans les dégâts. Et c'est vraiment kiffant. T'es tout le temps engagé, t'es jamais en mode endormi à appuyer sur A. C'est vraiment cool. Et du coup, je trouve que la difficulté est savamment dosée. Tu vois là, le rond, de l'autre côté, il peut pas toucher les deux ennemis, mais s'il le met bien au centre, peut-être qu'il peut toucher les deux ennemis, là. Et c'est savamment bien dosé. Les musiques sont géniales. Et je ne comprends pas qu'il soit au Game Awards. C'est scandaleux qu'il soit pas au Game Awards. C'est un des meilleurs RPG que j'ai joué, et c'est un remake d'un jeu qui était sorti sur PSP vite fait. C'est un remake de ça. Et ce qui est fou, quand tu vois... si t'as connu le remake, si t'as connu l'original, ou si t'as pas connu l'original, je vous invite à aller regarder qu'est-ce que c'était l'original. C'est incroyable comment ils ont fait un remake de Fou Furieux, au pixel près, avec les mêmes environnements, mais dans une 3D incroyable, avec des cinématiques incroyables, avec des environnements incroyables. Pour moi, c'est un des meilleurs exemples de remake réussi, incroyable à faire. C'est incroyable à faire. Trails in the Sky First Chapter, il est incroyable. Et ce qui est fou, c'est quand tu finis le First Chapter, et c'est rare, mine de rien, tu finis le First Chapter, tu as le trailer du Second Chapter, qui va sortir dans pas longtemps d'ailleurs. Donc foncez, franchement foncez. Et pareil. Attends, nos commentaires. Pour vous donner envie, évidemment, il y a un personnage qui rejoint ton équipe pendant un petit moment, qui a des très gros nichons. Et il faut que je vous montre ça. Oui, c'est ça. C'est ça, regardez. Je vais vous montrer ça, c'est Fury. Est-ce qu'on peut voir ces... Attends, c'est Fatality? Attends. C'est Ultimate? Attends, putain, comment je peux mettre... Fatality? Je sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là. Ah, voilà. Sa fatalité. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et Trails in the Sky, c'est banger absolu. Banger absolu. Trails in the Sky, c'est vraiment un passage obligé. Vraiment un passage obligé. On arrive vers la fin, mine de rien, doucement. Hein. Parce que dans les jeux que j'ai bien notés, que j'ai adoré, on arrive. Et j'en ai noté encore 4, 5. Celui-là, que j'ai découvert grâce à ma fille. Hatsune Miku Colorful Stage. C'est un jeu de musique. Et on joue quasi quotidiennement avec ma fille. Alors ma fille, elle a un niveau de fou furieux. Moi, j'ai pas ce niveau-là. Mais il est vraiment cool. Bah, c'est tout. Y a pas mieux. Non. Moi, je fais du level 28, 27, 26. Je fais du level 26.
Une en level 26 que vous voyez à quoi ça ressemble. Level 26. Master level 26. Voilà, moi je fais du level 26. Alors je fais pas du full combo en 26. Alors par contre je vais avoir des problèmes de droit d'auteur. Mais c'est pas grave. Ça va. Tu vois, ça va. Et c'est vraiment cool. Parce que derrière, il y a plein d'histoires. Il y a plein de il y a du gacha, mais il est pas putassier. Mais surtout, il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires, il y a plein d'ambiance. L'ambiance, elle est vraiment chill, elle est vraiment cool. Il y a du multi et tout, c'est vraiment chouette. Le niveau 26, c'est pas si difficile que ça. Niveau 26, c'est pas si difficile que ça. Ouais, par contre, elle me tabasse. Hein. Là-dessus, elle me tabasse. Autre jeu que j'ai vraiment... Pourquoi je l'ai mis là-dedans? Non, je peux pas... Non, lui, il va aller dans les honorables, attends. On va aller dans les honorables. Lui, il va aller dans les honorables, il peut pas être dans les best-of. Ah oui, bon, évidemment. Un banger grâce au... Un banger hein, grâce au Game Pass. On n'y joue plus, hein, on a terminé. Mais on a passé une petite centaine d'heures. Hein. On a passé une petite centaine d'heures. C'est PAX DI. PAX DI, un MMO où il n'y a pas de PVP. Enfin, il y en a, mais dans des zones très spécifiques. Et en fait, ce qu'on a surkiffé, c'est l'ambiance de récolte, de craft, et où tu peux fabriquer entièrement ta maison. Et il y a des gens, ils ont fabriqué des maisons de fous furieux. Le système de craft, de building est incroyable dans ce jeu. Il y a des idées qui sont incroyables. J'ai fait plusieurs jeux dessus. Et au-delà de juste crafter ta maison, il n'y a rien à foutre dans ce jeu. Et d'augmenter tes skills. D'augmenter tes skills de mécanique de craft, d'organisation d'éléments et tout le bazar. Et tes arbres de compétences, il n'y a rien à foutre dans le jeu. Mais par contre, en coop, c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué depuis plusieurs années en termes de MMO, en termes de kiff. On a vraiment kiffé avec Dalton. Passer des heures et des heures à se perdre dessus, à hurler parce qu'on arrivait enfin au bout de 15 heures à trouver des fraises, à trouver des framboises, pour pouvoir augmenter mon arbre de compétences de brasserie. Comme ça, je pouvais faire des bières à la fraise. Et d'autres conneries. Et ce qui est fou, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que il n'y a pas de PNJ. Chaque maison, c'est un joueur. Chaque construction que vous voyez, c'est un joueur qui s'est installé là et qui a construit sa maison là. Et c'est ça que je trouve magique dans ce jeu, c'est que toutes les constructions sont forcément humaines et tout ce que vous voyez, c'est forcément humain. Et c'est ça qui est incroyable. Ça, PAX DI, pour ce côté-là, il est unique en son genre. Il est unique en son genre. Allez, un dernier jeu chill que j'ai bien aimé grâce au Game Pass. Wheel World. Je suis sûr que personne n'a entendu parler de ce truc. Wheel World, c'est un petit jeu qui se termine en 5-6 heures. C'est un jeu de vélo. C'est un Forza en monde ouvert, mais avec des vélos. Et je vous jure qu'il est bien. Il y a un petit scénario vite fait qui t'accroche, qui te donne une petite carotte. Mais du coup, tu gagnes des courses. Avec les courses, tu gagnes de l'argent. Et avec l'argent, tu améliores ton vélo. Ou alors, tu explores l'open world et tu trouves des caisses avec dedans des objets pour équiper ton vélo. Et ton vélo a des compétences. Vitesse, rapidité, vitesse de pointe, adhérence, virage. Et il a enfin mis un toit, Dalton. Ah oui, il avait terminé sa maison. Et c'est kiffant. T'as cette petite sensation d'arbre de compétences que tu peux améliorer. Ton vélo qui va de mieux en mieux. L'ambiance, t'as 2-3 biomes avec des ambiances un peu différentes. La musique est chill. C'est un jeu feel good. C'est vraiment un jeu feel good. Et ça, pareil. Sans le Game Pass, jamais de la vie je lui aurais donné un centime, un copec. Grâce au Game Pass, je l'ai testé. Je l'ai aimé. Et pareil,
J'ai vu personne en parler de ce Wheel World. C'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Vraiment dommage. On va arrêter la vidéo là-dessus. Putain, 1 heure la vidéo, la vache. On va arrêter la vidéo là-dessus. On va faire une autre vidéo pour les mentions honorables. Et une autre vidéo. Il y aura beaucoup moins de jeux. Hein, et je vais beaucoup moins blablater. Et une autre vidéo pour les flops. On va faire ça comme ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas dans les commentaires à dire quels sont vos bangers à vous. Quels sont vos jeux de l'année à vous. Et on s'en fout si le jeu est sorti cette année ou pas. Rien à péter. C'est vos jeux de l'année à vous. Attention, please. Putain, oui, j'ai oublié Blueprints, putain. Oh, et oui, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai noté la liste. Là, hein. On va rajouter ça. J'ai noté la liste là. Mais il y a plein de jeux que j'ai joués, que j'ai suradoré, que j'ai oublié, parce que la liste, on l'a tapé là vite fait ce matin et j'ai pas pensé absolument à tout. Évidemment, Blueprints. Évidemment, Blueprints. Évidemment, Blueprints. Un passage obligatoire. Obligatoire. Blueprints, c'est un puzzle game qui me rappelle un peu Labyrinthe, pour ceux qui ont connu le jeu de plateau Labyrinthe, où à chaque fois que tu ouvres une porte, tu poses une tuile et cette tuile te donne une ouverture vers d'autres portes ou pas. Et le but du jeu, un des buts du jeu, c'est d'atteindre la chambre 46 qui est tout au bout du schéma. Et l'ambiance est incroyable, les puzzles sont incroyables, extrêmement un peu tordus. Si vous mettez le doigt dedans, vous êtes parti pour 30 heures ou 40 heures. Moi, j'ai mis une quarantaine d'heures, je crois, une cinquantaine d'heures dedans. Et quand j'ai vu ce que j'ai fait en une cinquantaine d'heures, et quand je suis allé voir après des vidéos narratives qui expliquent le jeu dans son intégralité, j'ai fait, putain, mais en fait, j'ai fait 5% du jeu. Et vous serez tous comme ça, parce que les puzzles, à la fin, sont tellement capillotractés et cryptiques que sans solution, ils sont infaisables. C'est peut-être son seul défaut. Mais jouez-y avec un calepin à côté, essayez d'aller au maximum, vous allez kiffer votre race, mais vraiment vous allez kiffer votre race, avec un petit calepin à côté. Et une fois que vous serez à bout et que vous aurez saturé, allez regarder une vidéo narrative qui explique un peu l'intégralité du jeu. Vous allez dire, mais en fait je suis qu'à 5% du jeu. C'est quoi cette merde? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et le jeu, il est incroyable. Le jeu, il est incroyable, et aussi dans son scénario, il est assez incroyable aussi. Mais qu'est-ce qu'il est prenant, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il est prenant. Donc oui, forcément, il y a plein de jeux que je vais oublier, que j'ai surkiffé. Mais l'année a été... L'année 2025... L'année 2025... Je trouve qu'elle a été exceptionnelle. J'ai eu des blaireaux qui ont dit en commentaire un peu à gauche à droite, ouais, on se fait chier, l'année 2025, il n'y a rien eu. Vous êtes des mongos. Franchement, vous êtes des blaireaux. 2025 a été une des années les plus riches en termes de jeux vidéo depuis je sais pas combien de temps. En termes de qualité de jeux vidéo. C'était incroyable. Bref.